Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on va regarder de près le programme financier du Rassemblement national. On s'appuie pour ça sur plusieurs analyses, des chiffres, des évaluations d'instituts indépendants. Notre but, essayer de décrypter les points clés et puis de comprendre un peu les enjeux économiques derrière tout ça. Alors, ce qui ressort tout de suite de ces documents, c'est une sorte de tension. D'un côté, le parti affirme vouloir un sérieux budgétaire. Et de l'autre, les analyses externes pointent des propositions qui coûteraient très cher, tout de suite. Et le financement, il est jugé assez flou, voire incertain. Mais exactement. En fait, on a un peu deux philosophies qui s'opposent, hein. La tendance actuelle, c'est plutôt la consolidation du budget, essayer de réduire les déficits. Et là, on a une approche qui mise sur la relance, les baisses d'impôts immédiates. Ce que notent aussi les sources, c'est que le RN essaie de normaliser son discours économique, mais ça manque encore de clarté, il y a eu des changements de cap, ça crée un peu d'incertitude, quoi. D'accord. Alors si on rentre dans le concret, euh, quelles sont les mesures qui coûtent cher, là, selon les analyses? Celles qui sont pointées du doigt? Alors, il y en a plusieurs. La plus importante et de loin, ce serait l'annulation de la réforme des retraites, avec un retour possible à 60 ans, sous condition bien sûr. L'Institut Montaigne, par exemple, chiffre ça à presque 35 milliards d'euros par an. 35 milliards, juste pour les retraites. D'accord. Et quoi d'autre? Oui. L'idée, c'est de la passer de 20% à 5,5%, coût estimé plus de 11 milliards par an. Et puis il y a aussi la suppression de la TVA sur certains produits de première nécessité, mais seulement si l'inflation est très forte. Ça serait près de 7 milliards. Mhm. Et pour les entreprises, il y a des choses prévues dans ce programme analysé? Oui, alors, principalement une baisse des impôts de production. On parle de la CVA, la cotisation sur la valeur ajoutée, et aussi la C3S. Ça tournerait autour de 5 milliards. Après, il y a d'autres choses, hein. Des exonérations pour les jeunes qui créent leur boîte, ou sur les augmentations de salaire. Au total, si on additionne tout ça, l'Institut Montaigne arrive à une estimation globale d'environ 85 milliards d'euros. 85 milliards. Oui, Pour l'ensemble des dépenses nouvelles et des baisses d'impôts. C'est considérable comme chiffre. Alors, la question évidente, comment le programme compte financer ça? Et surtout, qu'est-ce qu'en disent les analyses qu'on a? mais c'est exactement là que ça coince, d'après ces documents. Les économies que le RN met en avant, elles sont estimées à seulement 14 milliards d'euros par l'Institut Montaigne. Ah oui, 14 milliards en face de 85. C'est ça. Et d'où viendraient ces 14 milliards? Principalement de mesures liées à l'immigration, surtout la restriction de l'accès aux aides sociales pour les étrangers, ça c'est chiffré à 8 milliards, et aussi la privatisation de l'audiovisuel public, environ 2 milliards. D'ailleurs, les sources questionnent la faisabilité réelle et même le rendement attendu de ces mesures, hein. Donc, si je fais le calcul rapide, 85 moins 14, on est très très loin du compte là. Oui, l'écart est colossal, oui. L'Institut Montaigne arrive à un besoin de financement annuel de 71 milliards d'euros. 85 de coûts face à 14 d'économies potentielles. Il faut savoir que sur un programme précédent, celui de 2022, la Fondation Jean Jaurès avait fait une analyse encore plus critique. Elle parlait d'un coût total qui dépassait les 100 milliards et un risque de voir le déficit public grimper à plus de 9% du PIB. Plus de 9%. Oui, donc cette différence énorme entre les dépenses annoncées et les financements trouvés, ça pose vraiment la question de la crédibilité budgétaire, quoi. Et ce déséquilibre potentiel, j'imagine qu'il n'a pas que des conséquences sur les lignes comptables. Qu'est-ce que les sources disent des implications plus larges? Oui, tout à fait. On voit déjà, selon les documents, une certaine fébrilité sur les marchés financiers. L'écart de taux d'intérêt entre la dette française et la dette allemande, ou ce qu'on appelle le spread, il a augmenté. Ah oui, on en a entendu parler. Bah voilà. C'est souvent interprété comme un signe que les investisseurs perçoivent plus de risques. Un risque lié à l'incertitude politique et aussi à la crainte d'une dégradation des finances publiques en France. Et ça, c'est un coût potentiel qui apparaît avant même que quoi que ce soit mis en place, hein. D'accord. Donc ça, c'est l'aspect financier, marché. Mais sur le plan social, quelle est la lecture des analyses? Alors là, c'est intéressant. Les sources suggèrent un effet qui pourrait être régressif. Régressif, c'est-à-dire? À l'inverse,
de ce qui est recherché. Oui, c'est un peu ça. Le discours met en avant l'aide aux classes populaires et moyennes, mais plusieurs mesures analysées, comme la baisse de la TVA sur l'énergie ou les cadeaux fiscaux sur les donations, par exemple, eh bien, en valeur absolue, elles profiteraient davantage aux ménages qui sont déjà aisés et à ceux qui ont un patrimoine important. Certains économistes cités dans les sources vont même jusqu'à dire que le programme tel qu'il est chiffré et analysé pourrait finalement augmenter les inégalités. Ouais. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, euh, qu'est-ce qu'on retient de ce deep dive, cette lecture croisée des analyses sur le programme financier du RN? Elle montre une grosse contradiction, c'est ça? Des promesses qui coûtent cher, des baisses d'impôts, et en face, des financements qui semblent très insuffisants et assez flous, selon les experts indépendants. C'est exactement ça. Et les conséquences possibles qui sont mises en avant sont doubles. D'un côté, un vrai risque pour la dette publique française, sa soutenabilité, un risque qu'on voit déjà un peu dans la réaction des marchés. Et de l'autre côté, des effets sur la répartition des richesses qui pourraient être contraires au but affiché, c'est-à-dire que ça pourrait bénéficier davantage aux plus riches qu'aux plus modestes. Et ça soulève une dernière question, peut-être, tirée de ces analyses, c'est comment on évalue vraiment l'impact d'un programme quand les chiffres externes suggèrent que ces effets concrets pourraient non seulement coûter très cher aux finances publiques, mais aussi aller à l'encontre des objectifs sociaux qu'il affiche. C'est une question qui va au-delà des simples additions et soustractions, j'ai l'impression. C'est une excellente réflexion, oui, sur la cohérence, finalement, entre le discours politique et la réalité économique telle qu'elle est projetée par les analyses. Merci d'avoir suivi ce deep dive avec nous.